Salut à toutes et à tous, bon c'est l'automne, il fait froid, c'est humide, mais je me balade en forêt. Je suis actuellement en Belgique, je suis avec Alix qui tient le compte Naturalix sur Instagram et qui va nous faire visiter cet endroit que tu connais bien, c'est ça? Ouais, c'est ça, ici c'est la réserve naturelle du Certillement en fait. Donc je connais bien parce que j'y donne des balades naturalistes bénévoles. Et en fait c'est aussi l'endroit où j'ai étudié parce que la petite particularité de cet endroit, c'est que le campus universitaire a été construit en fait vraiment dans la réserve et c'est ce qui a en partie permis de préserver cet endroit parce que du coup il n'y a pas eu de gros projets immobiliers et donc on a vraiment pu préserver cette réserve grâce à l'université. Grâce aux étudiants, super. Bon, si on est sur le terrain, c'est pour observer des animaux, sauf que les animaux on va pas les trouver globalement, parce que c'est pas facile de les voir, c'est ça? Effectivement, la plupart des mammifères sont nocturnes, du coup c'est pas évident de les voir dans la nature. Et de toute façon ils sont très discrets. Donc ici on va principalement chercher les traces des animaux. Donc là on a un animal qui est passé par là. Ouais. Ici on a une belle plume typique de geais avec les belles couleurs bleues. On fera Et donc ouais, ici c'est déjà une belle trace. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, alors qu'est-ce qui se serait passé là? Il a été attaqué? C'est difficile à dire parce qu'en général on dit que pour reconnaître des traces de nourrissage d'un carnivore sur un oiseau, on a vraiment une section en fait au niveau des plumes quand il les arrache, que ici les plumes sont entières. Du coup c'est plus difficile à dire. Donc ça c'est une fameuse coulée, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, une coulée. Donc un passage d'animaux. Je pense bien que ce soit les sangliers. Tu vois, il y a vraiment les deux sabots. Ouais. Et ici on devine un petit peu un des sabots latéraux. Des gardes. Ouais, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, les gardes, il me semble. Les gardes. Donc c'est ça en fait, dans la nature, les animaux vont pas forcément partout, n'importe où, mais en gros l'idée c'est qu'il y a des grosses espèces qui créent une ouverture, j'imagine, et après... Oui, c'est ça, et après tu as les petites espèces qui peuvent repasser par les mêmes chemins, et donc ça a vraiment créé ces passages dans la végétation. Ça reste sur du fil barbelé, c'est pas très naturel, mais c'est une belle aide, certains indices. Ouais, le fil barbelé, ça aide quand même bien à trouver des poils. Dès qu'on voit des coulées, faut toujours regarder sur le fil barbelé parce que souvent on retrouve des petits poils. Ici, ils sont tout doux, tout blancs. Donc là, si bas, c'est quand même bien possible que ce soit un lapin. Ou alors, moi, j'avais pensé aussi à une fouine, parce qu'on avait déjà mis une caméra trappe ici, et on a vu une fouine. Mais après, j'ai jamais vu du poil de fouine. Tu vois encore toutes les traces. Hein. Ouais. Bah, le sanglier, c'est pas le plus difficile Non, clairement, c'est un des plus faciles à trouver. Et ici, on a plein de poils accrochés. Là, on voit vraiment les petites fourches au bout. Le poil bien raide. Ça a été un peu grignoté ici. Ah ouais, ça serait... Un petit repas d'écureuil ici peut-être. Ouais. Y a des avantages à faire des sorties en automne ou en hiver? Ce qui va être plus facile, c'est que on aura plus de boue avec l'humidité et alors parfois de la neige aussi. Donc ça déjà pour trouver des empreintes de pas, ça va être beaucoup plus simple. Et alors avec l'absence de végétation, on va aussi voir plus clairement dans les arbres. Donc on va pouvoir trouver plus facilement des nids, des trous de pique par exemple. Bon alors là, pas de traces de castor dans l'immédiat, mais on est sur un coin où il y en a, c'est ça? Oui, c'est ça. Ici, dans la réserve, on a des castors. On a une famille de castors depuis une dizaine d'années. Et du coup, comment on sait qu'il y a un castor dans les parages? Enfin, c'est gros, un castor. C'est le plus gros rongeur d'Europe, mais on le voit pas facilement. Voilà, on va pas le voir facilement. Moi, je l'ai jamais vu encore. On a essayé, on a mis des caméras trappe, mais on l'a pas encore observé. Mais par contre, on va voir énormément de traces de nourrissage, parce que justement, il va se nourrir beaucoup d'écorce, de bois en fait. Et donc on va avoir des marques de dents sur les arbres, on va voir aussi parfois des empreintes dans la boue, comme je disais tout à l'heure. C'est aussi un animal qui est une espèce ingénieure en fait, et donc qui va modifier énormément son milieu pour que ça convienne en fait à sa manière de vivre. Donc ça va se faire notamment par la construction de barrages. Ici en fait justement on a un barrage parce qu'on avait une toute petite rivière avant, et avec ce barrage ça lui a permis d'inonder vraiment la zone pour avoir un plus grand accès à ses sources de nourriture. Ça va permettre d'immerger en fait l'entrée de sa hutte
pour justement éviter que les prédateurs puissent y accéder. Là, c'est ça, Voilà, ils rentrent sous l'eau, ouais, c'est ça. Parce que il y a des prédateurs ici pour le castor? Alors en Belgique, non, on n'a plus vraiment de grands prédateurs, puisque le loup il commence seulement à revenir, donc c'est pas encore suffisant pour qu'il s'attaque au castor. Le lynx, pareil, il commence seulement à revenir, on en a un seul en Belgique, donc c'est pas lui qui va aller manger notre pauvre castor. Il a du taf. Et donc voilà, on n'a plus de gros prédateurs. Bon, le principal prédateur, ça pourrait être l'homme, mais ici, le castor est protégé, strictement protégé par la loi, aussi bien lui que son habitat. Donc en fait, ça va être interdit non seulement de le capturer, de le tuer, mais aussi de détruire ses constructions, donc son barrage, détruire son habitat, c'est aussi interdit. Ouais, parce que le castor d'Europe, il a été énormément chassé depuis le Moyen-Âge, même avant. Ouais, même avant. Alors il y a eu plein de trucs. Il y a eu la fourrure, parce que plutôt poil imperméable, j'imagine, c'était bien étanche. Il y a eu le castoreum, c'est une glande odorante que le castor utilise pour marquer son territoire et qui est utilisée depuis très longtemps en parfumerie pour faire des décoctions, je pense même dans certaines médecines. Oui, c'est ça, ça a des propriétés médicinales. C'est même utilisé en additif alimentaire aussi. Ouais, donc il a été persécuté. Ouais, clairement persécuté au point de quasi disparaître entièrement de l'Europe. Mais maintenant ça va mieux. Et maintenant ça va mieux, voilà. Ici en Belgique, il est réapparu au début des années 90. Désolée, je dis 90. Ouais, on est en Belgique, c'est bon, les années 90. Voilà. Parce qu'en fait, donc, le premier individu qui avait été revu, c'était en 91, suite à des réintroductions en Allemagne. Et puis, un peu plus tard, entre 98 et 2000, on a eu des réintroductions illégales, en fait, qui étaient vraiment contre l'avis du ministre de l'époque. Donc ça s'est fait totalement dans l'illégalité. Mais bon, le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, on a entre 1500 et 2000 castors en Wallonie. Ah ouais. Donc il est quand même bien revenu, et c'est en partie grâce à ces réintroductions illégales que ça s'est produit. Donc là, c'est le barrage. Ouais. C'est vrai que ça ressemble pas trop au barrage tel qu'on se l'imagine du castor. Non, c'est ça, on voit que là, il est quand même fort envahi par la végétation, donc ça fait longtemps qu'il a été construit. On voit vraiment la différence de niveau d'eau entre la partie où c'est vraiment tout inondé et le reste de la rivière ici. Il arrive par ici, ouais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il ressort de l'eau par ici. On voit bien la coulée ici, là où il ressort de l'eau. Hop, il traverse là. Ah ouais, les petites dentines. Et là, on voit, il y a les petits copeaux par terre. On voit vraiment toutes les traces dedans. Donc ça, en fait, quand c'est des petites branches, enfin des petits arbustes, il va vraiment les prendre avec ses pattes antérieures. Il va ronger, puis il va les casser comme ça. Et alors, à chaque fois, il va rester une partie comme ça. On appelle ça une coupe en sifflet. Ok. Et donc, il reste une lanière d'écorce comme ça, caractéristique, qui montre que c'est bien le castor. Et en plus, il y a des petites traces dedans ici qu'on voit qui sont très typiques. C'est ce qu'on appelle une coupe en K. En fait, il va venir ronger d'un côté, mais il ne sera pas rongé de l'autre côté à cause d'un obstacle, ou alors ici, sûrement la pente est trop raide, du coup il n'a pas pu ronger de l'autre côté, donc ça fait vraiment cette forme de K dans l'arbre. Donc là, même les petites tiges, ça serait le castor, hein. Ouais, même les petites tiges ici, parce qu'on a encore la lanière d'écorce comme ça et la coupe en sifflet. Et en fait, ça c'est assez typique du castor. En fait, ce qu'il fait, c'est que il va d'abord couper les grands arbres, et ça va faire des rejets. Et c'est surtout ça qu'il va manger, en fait, les rejets. D'accord. C'est ça qu'il va aimer, ça va lui faire vraiment un garde-manger avec plein de petits rejets et plein de petites branches plus tendres. Et tu vois, ici, on voit que ça repousse aussi. Donc ouais. Ça va être sa future nourriture. Et donc là, les petites branches ici, c'est sûr que c'est lui. Là, on voit qu'il y a des belles traces dedans. Il aurait mis des petits coups de dentine, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Non, il n'est pas allé jusqu'au bout. Les arbres sont encore vivants. Pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout? Seul lui pourrait nous le dire. Ouais. Alors Alex, c'est bien que je te tienne puisqu'on parle du castor et qu'on est en Belgique. On avait prévu cette vidéo avant, mais il se trouve qu'il y a quelques jours, il y a un truc qui a un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux naturalistes et belges. C'est qu'il y a un castor qui a été retrouvé mort, tué, c'est ça, par quelqu'un qui a laissé un mot en disant le castor a causé des inondations, a tué des gens, et en gros, mort au castor.
qu'est-ce qu'on dit à ces gens s'ils nous écoutent? J'espère qu'ils nous écoutent. Coucou, drôle d'idée que tu as eue, monsieur ou madame, mais on va essayer de voir en quoi c'est peut-être pas une très bonne idée. Oui, donc en fait, ici, il faut savoir qu'en Wallonie, en juillet, on a eu des grosses inondations. Donc penser que le castor est responsable de ça, c'est complètement aberrant, puisqu'on sait clairement que c'est plutôt lié au problème de réchauffement climatique, le fait qu'on ait des conditions météorologiques assez extrêmes, que ce soit au niveau des pluies ou des sécheresses. Oui, il a beaucoup plu, déjà. Il a beaucoup plu, voilà, on a eu un été très pluvieux, donc c'est vraiment ça qui a causé les inondations. Et le castor n'est pas du tout responsable de ça, au contraire même les zones humides qu'il va créer grâce à ces barrages, ça va même plutôt être des zones qui vont permettre d'absorber, ouais. Voilà, ça va quand même être des grosses éponges en fait, qui vont permettre d'absorber les précipitations et donc d'empêcher en fait des inondations d'arriver. Donc c'est tout le contraire de ce que pense ce monsieur pas très malin. Ou cette madame. Ou cette madame, c'est vrai qu'on ne sait pas. Donc non, ce n'est pas la faute du castor, on peut beaucoup plus se tourner vers aussi l'artificialisation des sols. Ouais, si vous avez un sol qui est, si c'est de l'herbe et de la forêt comme ici, quand il pleut, ça éponge. Si c'est du béton ou du goudron, bah ça coule. Ça ruisselle et ça coule. Et donc en fait, il faut savoir aussi que le castor, il ne va pas aller faire des barrages sur des grosses rivières, il va plutôt les faire sur des toutes petites rivières, justement pour pouvoir inonder des zones qui l'intéressent. Et donc en fait il va faire ça sur des toutes petites rivières qui font en général moins d'1 mètre de profondeur pour vraiment pouvoir immerger la zone. Et donc ça ne va pas du tout être un souci au niveau des grosses rivières, il ne va pas y avoir de grosses inondations et des tsunamis comme disait la personne dans son message à cause du castor. Ouais, alors il est même plutôt hyper positif sur l'environnement. Ouais, c'est ça, ici le castor il va vraiment permettre de créer des zones humides qui sont des milieux super intéressants au niveau de la biodiversité. Il y a des cas, je crois que c'est pas mal en Angleterre où il a réintroduit, où vraiment on se rend compte que là où il y a du castor, donc il y a plus de zones humides, donc il y a aussi plus de grenouilles, de poissons, de libellules. Il y a aussi des arbres différents qui poussent, donc ça peut être aussi des endroits de nidification pour certaines espèces d'oiseaux. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'espèces dans une région où il y a des castors que là où il n'y est pas. Et il attire, en fait, il crée des habitats pour plein de monde. Voilà, c'est ça. Voilà, on s'est baladé un peu, on s'est un peu sali, on a cherché les traces du castor et on était donc sur le campus de Liège. Merci Alix de nous avoir fait partager ton environnement. Avec plaisir, ouais, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre Naturalix sur Instagram, elle parle beaucoup de champignons, de félins, de quoi d'autre, un peu de tout. Un peu de toute la biodiversité qu'on retrouve chez nous. Voilà, Antenne Zoologie, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partir vous-même vous balader autour de chez vous, dites-nous ce que vous avez vu, s'il y a des castors dans votre région. Et puis restez connectés bien sûr pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt sur Antenne Zoologie. Ciao. Salut.